Salut, c'est Alex Courteau. Bienvenue à Austin, bienvenue au festival South by Southwest. On est au Texas, oui, il fait pas très beau, mais on s'en fout. On est ici pour couvrir le festival South by Southwest qui est juste immense, qui est démesuré. On l'a déjà fait dans le passé, on vous a beaucoup parlé de la musique, mais c'est un festival qui a 3 volets. Un volet film, musique, on va continuer de le faire cette année, et un volet interactif. On vous propose dans les prochains jours un reportage par jour sur cette portion du festival. On n'a pas les moyens fous de la BBC. J'aimerais ça, faire de la réalité augmentée dans les reportages comme ce journaliste de la BBC. On n'a pas l'équipe, on n'a pas les moyens, mais quand même, on va le faire avec de la bonne technologie bande à part. On y va avec des trucs de brousse, des post-it. D'abord, comment l'astronomie bénéficie du crowdsourcing, ou si vous préférez, comment la NASA bénéficie du public pour faire ses recherches. Deuxième sujet, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui s'est penché sur l'art de raconter une histoire sur le web. Comment les nouvelles technologies peuvent faciliter ou changer la façon de raconter des histoires. Et finalement, dernier sujet, on va vous présenter quelques rencontres qu'on a faites aujourd'hui. J'ai entre autres serré la main à Tim Berners-Lee, un des inventeurs du web à qui j'ai posé une question. J'avais 1 minute, mais je suis content de l'avoir fait. Et on a découvert une technologie qui s'appelle Leap Motion. On commence avec les étoiles parce que je suis lunatique et puis parce que ça commence bien, le crowdsourcing et l'astronomie. On a retenu 4 idées principales de la présentation de la NASA sur le crowdsourcing. La première, c'est possible de faire participer le public quand il est passionné par le sujet. La seconde, l'ouverture des données et le partage de l'information permettent de faire avancer la science plus rapidement. La troisième, la démocratisation de la technologie a eu un impact marquant sur l'évolution de la science. Et finalement, les citoyens peuvent activement participer et contribuer à l'exploration spatiale. Pour le point 1, on n'a pas besoin de vous expliquer ce que c'est évidemment que la passion. L'espace, bon, c'est cool, point final. Pour le point 2, on va reprendre les propos de Chris Gertie, qui est un ingénieur aérospatial de la NASA. On le voit ici sur une montagne sur Mars. Évidemment, c'est au Colorado. C'est Gertie qui est une personne qui a poussé très, très fort pour que la NASA ouvre et partage au public ses données accumulées depuis toutes ces années. Ça a permis aux fans d'arriver à des résultats impressionnants, des résultats jamais imaginés par la NASA, comme des animations de trajet de l'explorateur Mars Rover ou des animations de fluctuation de la densité de l'eau dans l'atmosphère terrestre. La NASA a même développé des liens avec la communauté des hackers, à qui elle a donné des défis, des problèmes pour lesquels les ingénieurs même de la NASA n'avaient pas de solution. Ça a donné un genre de concours en avril 2012, l'International Space App Challenge, qui a duré une fin de semaine. La NASA a proposé 120 défis et le public a trouvé 100 solutions. Ça a été tellement un succès que la 2e édition va recommencer là, en avril 2013. Contact light. Okay, engine stop. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, that's one small step. Le 3e point, la démocratisation de la technologie. Ed Wright, président du regroupement Citizen in Space, avait un bon exemple. Dans les années 70, 2 choses se développaient en même temps de manière parallèle. Les superordinateurs, comme les superordinateurs Cray d'un côté, et de l'autre côté, les ordinateurs personnels. Qu'est-ce qui a eu le plus d'impact? Les ordinateurs personnels. Tout le monde maintenant en a un dans sa poche ou presque, et certains même sont plus puissants que des satellites qui tournent autour de la Terre. Selon lui, c'est la même chose qui est en train de se passer avec les voyages dans l'espace. On est en train de passer d'une ère où seuls les astronautes ou les multimillionnaires pouvaient y aller à une ère où des gens plus ordinaires vont pouvoir, grâce à des transporteurs privés, aller dans l'espace. Quant au dernier point, donc la participation du public, Citizen in Space a lancé un appel pour des propositions d'expériences à faire dans l'espace, des expériences qui doivent se faire dans une petite boîte qui s'appelle CubeSat. Cette boîte-là va monter dans un engin spatial, ça s'appelle le Lynx, c'est de la compagnie Xcore. Et l'organisme, ici je parle de Citizen in Space, a déjà acheté 100 passages pour permettre de réaliser ces expériences-là, mais aussi aux gens qui ont pensé à ces expériences-là d'aller dans l'espace. On vous encourage, si ça vous intéresse, à aller sur 2 sites internet, Open Space University et Citizen in Space pour en savoir plus.
le Massachusetts Institute of Technology s'intéresse depuis belle lurette aux documentaires. Depuis le début du cinéma vérité avec Richard Leacock, l'Institut s'est penché sur l'art du récit. Et une équipe menée par Sarah Wolozin, directrice du MIT Open Documentary Lab, est venue nous présenter des réflexions et des projets qui abordent une nouvelle manière d'interagir avec le public. On a retenu deux idées très intéressantes de participants différents. Le public peut être le narrateur de l'histoire et en interactivité, les gens aiment bien qu'on les prenne par la main, même si il faut leur laisser faire des choix. Chris Baudel, documentariste, donc, nous a présenté son projet Exit Zero, dont le sujet, c'est la période post-industrielle d'un quartier très spécifique, le Southeast, c'est un quartier à Chicago. C'est dans une époque pas si lointaine, on faisait là-bas de l'acier, une industrie lourde, très polluante. Il reste encore malheureusement des traces de ça dans la ville. Et le projet se décline en 3 formats, donc un livre, un documentaire dans une forme classique et un site Internet. Et c'est là où ça devient intéressant parce que pour le site Internet, M. Baubel a fait appel aux anciens résidents du Southeast qui veulent bien participer, à tous ceux qui veulent bien devenir les narrateurs de l'histoire. Son intention donc n'est pas de raconter l'ultime histoire de ce quartier-là, mais de laisser la forme ouverte et de laisser la chance aux gens de participer et de partager leur histoire. Ensuite, on a rencontré Jess Chapins, qui est un des fondateurs de Ziga, qui est venu nous présenter son outil absolument formidable. Ziga permet de raconter une histoire de manière interactive sans passer par la création d'un site Internet. On sait que c'est très coûteux et que, bon, c'est pas à la portée de tous. Donc, l'outil est ouvert, c'est gratuit, c'est très simple d'utilisation et ça permet de donner des histoires dynamiques, absolument pas monotones. Ça vient carrément casser la forme des blogs. C'est Chapins qui a lancé qu'en interactivité, c'est bien, les gens aiment ça lorsqu'on leur dit un peu quoi faire, mais quand même, il faut leur laisser faire des choix et leur donner l'illusion peut-être qu'ils sont les maîtres du jeu. Le nom Ziga fait référence au russe Dziga Vertov, qui était un cinéaste du début du cinéma, qui a fait beaucoup d'expérience. Et si ça vous intéresse, je vous le dis, le MIT est en train de travailler à l'élaboration d'un livre sur l'art de raconter des histoires avec les nouveaux outils du web. Sinon, en fin de journée, j'ai eu le privilège de serrer la main et de discuter avec Timothy Berners-Lee, l'homme reconnu comme le principal inventeur du web, du www, le World Wide Web. World Wide Wild. Inventeur du web, le World Wide Web. C'est ça? Ouais. J'ai réussi à lui demander ce qui le préoccupait dans son invention et sa réponse, ça fut simplement la liberté. Le web doit rester libre et le combat pour qu'il reste libre est loin d'être gagné. Et on vient de basculer dans une autre dimension selon lui. Depuis le printemps arabe, ce n'est plus que les programmateurs qui se sentent concernés par ce débat-là, c'est la population en général et on ne peut qu'être d'accord avec lui. En terminant, on a découvert aujourd'hui, la technologie Leap Motion. Qu'est-ce que c'est? Leap Motion, ça permet à votre ordinateur de reconnaître vos mains et vos doigts dans l'espace. Je vous explique, en gros, vous pouvez jouer à des jeux avec vos doigts ou déverrouiller un ordinateur grâce à votre main. Tout ça sans toucher l'écran. Le logiciel développé par une compagnie de San Francisco fait un peu comme l'accessoire Kinect de la console X360, Xbox 360 de Microsoft, mais de manière vraiment plus poussée. Et on peut penser qu'un jour, Leap Motion pourrait avoir des applications dans le monde de la médecine ou encore dans le monde industriel. C'est ce qui conclut notre reportage pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous évidemment demain. Demain, on aura 2 entrevues pour vous. Une avec Vincent Morissette, qui est artiste, qui a travaillé de très près avec Arcade Fire. Il donne une conférence ici, comme plusieurs Québécois. Sa conférence s'appelle « Film d'ordinateur ». Et on vous propose une entrevue avec Pierre-Mathieu Fortin, collègue à Radio-Canada, qui est derrière le projet Émilie, que vous pouvez retrouver sur radiocanada.ca. À demain!